Voilà, donc un petit peu mon parcours professionnel. Donc, entre la métropole, la coopération en Algérie dans le temps, 3 ans aux Antilles, un retour à Paris, et puis ce petit séjour à Berlin dont on va parler. Voilà un petit peu mes mutations géographiques au-delà de ce que j'ai fait en France. Suivant. Donc voilà, j'ai été donc conseiller aviation civile près du général chef du gouvernement militaire français de Berlin quand je suis arrivé à Berlin, puisque le gouvernement militaire existait toujours, on en parlera tout à l'heure. Puis il a été dissous et je ne savais pas, moi venant d'arriver à Berlin, si le lendemain je n'allais pas être rapatrié. J'ai été reversé dans une mission intérimaire de règlement qui a permis de passer les manettes de l'aéroport de Berlin-Tekel aux autorités allemandes. Voilà, suivant. Donc, le DC3, parce que c'est un petit peu un clou, c'est un premier vol 1935 à 30 passagers, hein, deux moteurs de 1100 chevaux, vitesse de 180 nœuds, 13 000 exemplaires construits. Il n'y a que le 320 qui a dépassé ce chiffre-là récemment. Mais bon, vous voyez, on peut mieux faire. Suivant. Alors, le 23 septembre 1949, un Dakota du Squadron Royal se posait à Lübeck et avec inscrit sur son fuselage, voilà, Positively the last load from Lübeck, psaume 21, verset 11. Alors ça vous doit vous interpeller, donc suivant. Voilà, mais le Seigneur est avec moi comme un puissant guerrier. Aussi, mes persécuteurs, loin de triompher, s'écrouleront. Leur échec les plongera dans la confusion. C'était bien trouvé pour le retour à une vie un petit peu normale sur l'alimentation de Berlin. Suivant. C'est ainsi que donc prenait fin le pont aérien dont on va parler un petit peu. Puisque en 1948, les Soviétiques avaient isolé Berlin, qui était déjà une île au milieu des terres, qui était complètement coupée de ses accès et terrestres, et fluviaux, et aériens. Et donc, jusqu'au 12 mai 1949, Berlin, donc pendant un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, aurait été coupé du monde. Suivant. Donc, un petit rappel, les accords de Yalta en 1945 avaient découpé l'Allemagne entre les trois alliés, donc les Britanniques, les Américains, les Français avec la SAR, et ce qu'on peut voir près de la frontière française, et le secteur soviétique avec cette île au milieu qui était Berlin, suivant. Et Berlin également était découpé, partagé entre les quatre puissances occidentales, les trois puissances occidentales et la Russie, avec une partie donc toute à l'est de Berlin, ce qui s'appelle Berlin-Est, les Français au nord, les Britanniques au milieu et les Américains au sud. Suivant. Alors, quelques dates quand même, hein, donc 1949, le 23 mai, fondation de la République fédérale d'Allemagne, et le 7 octobre, fondation de la République démocratique allemande, la RDA, avec Berlin-Est pour capitale. Donc, on va voir un petit peu tout ça, suivant. Alors, d'abord, je vais vous présenter Berlin. Berlin a été créé aux alentours de l'an 1200, par là, au confluent de l'Asprey et de la Velle. Et là, vous avez en superposition Paris, avec la Seine, et Berlin. Pour vous dire que Berlin, c'est un agglomérat pas de communes, mais de quartiers qui sont quasiment aussi grands que l'Île-de-France. Berlin, c'est quand même autre chose que Paris. Paris, c'est un tout petit à côté. Et bien sûr, donc sur le petit cadre en haut à gauche, l'ours de Berlin, qui est le symbole de Berlin, hein, de Berliner Bach. Suivant. Et donc, Berlin disposait, puisque c'est un petit peu ce qui nous intéresse, de 4 aéroports. Donc, Gatow en secteur britannique, Tegel, dont on va parler pas mal en secteur français, Tempelhof, dont on parlera également en secteur américain, et Schönfeld, qui était en RDA, qui n'était pas sur l'emprise Berlin. Et on verra pourquoi. Suivant.
Alors, Berlin-Schönefeld, donc, qui est aujourd'hui l'aéroport principal de Berlin, enfin le seul aéroport, hein, qui s'appelle l'aéroport Willy Brandt. C'est un aéroport qui devait ouvrir il y a 2 ans environ. Ils ont eu des gros soucis. Euh, Quand à la télé, on nous fait la publicité pour la Deutsche Qualität, là, je crois qu'ils avaient quelques soucis de sécurité, de sûreté. Ils se sont un petit peu mordu la queue avec tous les éléments réglementaires pour ouvrir ce nouvel aéroport. Et donc, Berlin-Schönefeld a ouvert en 1946 et il est devenu en 2020 l'aéroport principal, l'aéroport Willy Brandt. Le nouveau terminal aurait dû ouvrir en 2013 et il a ouvert en 2020. Ça, c'est l'ancien aérogare low cost quand j'y étais il y a 3-4 ans, mais ce n'est pas de photo récente de Schönefeld actuel. Suivant. Berlin-Gatow, donc c'était une petite piste de 1800 mètres côté dans le secteur britannique, donc qui est passé sous contrôle allemand en 94 après la chute, après la réunification, et l'aéroport a été fermé lui aussi en 95. Suivant. Tempelhof, donc aéroport historique, hein, puisque sur l'ensemble des ouvrages, des vues et des films que vous pourrez voir, que vous avez pu voir, c'est de là que partait Hitler pour aller faire ses visites. Donc ouvert en 1923. Alors vous voyez qu'il y a un DC-4 qui est à l'abri là sous l'avancée du préau, si je puis dire. Ça permettait à l'époque de débarquer les passagers à l'abri du mauvais temps. Et on va le voir un petit peu plus loin, c'était quand même un aéroport assez futuriste pour l'époque. Il a été malheureusement fermé au trafic en 2008 et c'est devenu une aire de loisirs. Suivant. Alors voilà un petit peu une coupe en bas à droite de comment se présentait ce préau pour débarquer l'ensemble des passagers à l'abri. Bon, c'est vrai que les machines étaient moins volumineuses qu'aujourd'hui, hein, puisqu'il s'agissait de DC-3 ou de DC-4 à l'époque des Junkers, des Ju-52 ou d'autres machines de cet acabit. Et vous avez donc sur la partie gauche une vue aérienne de l'architecture générale de Berlin-Tempelhof, donc en quart de cercle, avec les aérogares qui donnaient directement sur la piste, et le rond central qui est la place du Luftbrücke, dont on parlera tout à l'heure. Suivant. Bon, Berlin-Tegel, donc initialement, c'est un terrain qui était voué au comte de Zeppelin. La plateforme a été en 1948 et en 6 mois, on y a construit une piste de 2400 mètres. À l'époque, ça a été la piste la plus longue. C'est un chantier assez colossal, 800 000 mètres cubes de terre déplacée, 420 000 mètres cubes de pierres et de gravats. Il faut dire qu'il y avait de quoi on trouvait les pierres et les gravats sur Berlin qui avaient été complètement rasés par les bombardements alliés. Ça a permis d'éliminer pas mal de gravats. 15 000 tonnes de bitume, 4 000 mètres cubes de béton, 19 000 personnes, dont 11 000 femmes ont travaillé sur ce chantier, où travaillaient 400 camions. Ça a été un truc assez... 32 rouleaux compresseurs, 34 bulldozers, 6 niveleuses. C'était un chantier un petit peu colossal pour l'époque. Mais c'était une façon aussi de désenclaver Berlin, puisqu'on verra. Alors, l'aéroport a fermé définitivement le 4 mai 2021, malheureusement, parce que moi, j'étais très attaché à ce terrain. Le dernier vol commercial, c'était l'Air France 1235 sur Charles de Gaulle, le 8 novembre 2020. Il avait été rebaptisé aéroport Otto Lilienthal. Il faisait 36 millions de passagers, 300 000 mouvements par an. Voilà. Ben, on peut passer à la suivante si tu veux bien. Et donc, c'était un détachement air depuis 1948, hein, et c'est devenu la base aérienne 165 en 1964, qui a été dissoute après la réunification. Elle faisait partie de la FATAC, la Force aérienne tactique. Et c'était un colonel qui dirigeait cette base aérienne, et le dernier colonel en titre qui a dirigé cette base aérienne était le colonel Farina.
Et donc, c'était aussi le terrain qui permettait d'alimenter, qui faisait le support logistique des forces françaises et bien sûr aussi des forces alliées. Suivant. Alors, Tegel disposait de 2 pistes parallèles orientées est-ouest sensiblement, hein, une de 3000 mètres et une de 2400 mètres. Il est resté ouvert jusqu'à l'ouverture de Berlin-Brandebourg, Willy Brandt. Hein. Et alors, une petite anecdote, parce que je vois que tous les gens qui sont autour de l'écran sont des passionnés. Comme c'était un terrain qui était vital pour Berlin, il n'était pas question que le terrain soit fermé 1 minute. Et en hiver, on avait des trains de déneigeuses extraordinaires. Le moindre flocon de neige qui tombait, on avait des trains de déneigeuses qui venaient dégager les pistes de façon à ce que le terrain soit toujours opérationnel. En fait, toutes les installations techniques de Berlin étaient installées par les services techniques de la navigation aérienne française. Donc, c'était essentiellement du matériel français. C'était aussi une façon de promouvoir nos techniques et nos technologies. C'était le 3e aéroport français, hein, puisqu'en 88, il a fait 4,5 millions de pax. Et on avait donc des approches de précision de catégorie 3 avec des minima opérationnels assez bas, puisque, comme je disais tout à l'heure, il n'était pas question que Berlin soit isolé un seul instant de l'Europe, pas très loin. Suivant. Alors, le régime aérien de Berlin, donc lui date de 1944-45. Donc, le secteur de Berlin était connecté au reste de la circulation aérienne civile par 3 corridors, Hambourg, Hanovre et Francfort. Alors, c'est marrant parce que ces corridors étaient plafonnés à 10 000 pieds, et donc jusqu'en 1993, que ce soit les 747, les Caravelles ou les gros réacteurs, ben, ils arrivaient à 10 000 pieds, donc ce n'était pas très confortable pour ces grosses machines. Hein. Il n'était pas question de monter au-dessus, c'était l'espace RDA soviétique. Ce qui est assez bizarre aussi, c'est que, vous voyez, toutes les distances sont notées en 1000 nautiques, mais les corridors faisaient 32 km de large, c'est-à-dire 20 000 terrestres, des miles anglo-américains. Donc, d'un côté, on avait des 1000 nautiques, de l'autre côté, on avait les miles américains. Donc, voilà un petit peu son organisation. Ces 3 corridors débouchaient suivants sur un cylindre de 32 km également, donc 20 nautiques, 20 miles, status mile, voilà, j'ai retrouvé le nom, hein, qui était centré sur le centre de sécurité aérienne de Berlin, qui était au centre-ville, qui était un organisme quadripartite en charge de la sécurité aérienne et la coordination de tous les vols. Donc, on va voir un petit peu... on va voir le CSAB suivant. Alors, le CSAB donc, est installé dans l'ancienne cour suprême de Prusse, à Kleispark, et c'était le dernier organisme quadripartite à subsister après la fermeture de la prison de Spandau. Spandau, c'était la prison dans laquelle Rudolf Hess a été emprisonné jusqu'en 1987. Donc, après que cette prison de Spandau ait été rasée après la mort de Rudolf Hess, c'était le dernier système où les Alliés discutaient avec les Soviétiques. Donc, je rappelle que Rudolf Hess est resté tout seul, est resté 20 ans tout seul dans cette prison, dont la garde était alternée semaine par semaine, et ça tournait entre les Américains, les Anglais, les Russes et les Français. Suivant. Alors, le contrôle de la circulation aérienne de Berlin dans les couloirs était assuré par un centre de contrôle régional qui était le BARTAC. On dit BARTAC, bien que pas loin, Berlin Route Traffic Control Center, qui était implanté dans les terrains de Tempelhof. Vous avez là une vue aérienne de l'aérodrome de Tempelhof
avec en premier plan la place del Luftbruck, dans le renfoncement des aérogare à droite et à gauche, et puis derrière, on devine les pistes et les parkings. Suivant. Donc, les Alliés se coordonnaient au sein d'une instance tripartite qui était le Berlin Air Coordinating Committee, dans lequel il y avait les trois composantes alliées, donc le chef de la British Mission, l'US Administrator for Aeronautics et puis le conseiller aviation civile français, c'est-à-dire votre serviteur pour les derniers mois. Et sa dernière séance s'est tenue en 1990. Et on a fait une réception avec une grande fête dans les regards de Tempelhof, dans une des regards dont je viens de vous parler. Le Berlin Air Coordinating Committee se réunissait 3 fois par an environ, et on coordonnait un petit peu les actions des Alliés vis-à-vis des Soviétiques. Suivant. On a parlé de toutes les liaisons aériennes, mais il y avait aussi des liaisons sol. Je ne parlerai pas des liaisons fluviales parce que c'était minime. Mais vous aviez un train qui partait de Strasbourg, Francfort, Helmstedt, Berlin, qui était le train militaire français de Berlin, qui desservait 3 fois par semaine la gare à côté de Tegel au départ de Strasbourg. C'est par là que transitaient tous les appelés qui venaient faire leur service militaire à Berlin. Et pour la route, vous voyez entre Helmstedt et Berlin, il y a une autoroute est-allemande, enfin, qui avait été construite par Hitler, il y a 150 km, avec au départ d'Helmstedt le checkpoint Alpha et à l'arrivée à Berlin le checkpoint Bravo. Alors c'était assez marrant parce que lorsqu'on arrivait au checkpoint Alpha en voiture, on se garait, on arrivait devant un guichet, mais ce n'était pas un guichet avec un plexiglas, c'était un contreplaqué, donc opaque. On glissait nos passeports par la petite ouverture et on attendait 5, 10 minutes, un quart d'heure, demi-heure, pour que nos passeports ressortent. On suppose que pendant ce temps, tous les soviétiques devaient faire des photocopies, analyser ces passeports, copier tout, etc. Et les passeports ressortaient. Après, on prenait la route. On n'avait pas le droit de s'arrêter, on n'avait pas le droit de faire des photos. Vitesse max 100 km/h. On ne devait pas mettre moins de 2 heures. On ne devait pas prendre d'autostoppeur. Pas de discussion avec la police. Et si on voyait des choses, il fallait faire un rapport aux autorités alliées. Autrement dit, on ne voyait jamais rien parce que sinon, on y passait la journée. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Je vais vous parler des forces françaises à Berlin. Elles étaient installées au quartier Napoléon. C'est une ancienne caserne d'Hermann Göring sur le corps de Chaumarredam, donc dans le secteur français. Elles étaient placées sous l'autorité du général chef du gouvernement militaire français de Berlin. Le dernier général en titre, c'était le général François Kahn, qui était chef du gouvernement militaire. Il avait autorité sur les arrondissements de responsabilité française, Reinickendorf et Wedding. Suivant. Alors, le gouvernement militaire, lui, il était placé sous une double casquette. D'une part, le ministère de la Défense, mais aussi le ministère des Affaires étrangères. Et donc, Berlin était donc co-dirigé, si je puis dire, par un ministre plénipotentiaire. C'est lui qui dirigeait ce qu'on appelait la division politique. Et lui, il était sous les ordres de monsieur l'ambassadeur de France en République fédérale allemande, qui était basé à Bonn. Et donc, les deux entités militaires et affaires étrangères cohabitaient au sein du gouvernement militaire. Mais le patron, c'était quand même le général. Alors, le ministre plénipotentiaire, c'est un grade, hein, c'est un grade équivalent général, c'est un grade de la fonction publique des affaires étrangères. Et le dernier, donc, ministre plénipotentiaire, était Francis Beauchâteau. On passe à la suivante.
Alors, on retrouvait donc dans les forces françaises l'ensemble un petit peu d'une organisation militaire, avec un quartier général, un état-major, un régiment d'infanterie, des chasseurs, bien sûr des transmissions, la gendarmerie qui avait autorité sur l'ensemble des arrondissements sur responsabilité française, le génie, service de santé et bien sûr la base aérienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait également un centre d'entraînement commando, il y avait comment dire, des AMX, enfin bon, c'était une petite armée qui était installée là-bas. Suivante. Alors voilà une vue du quartier Napoléon. Vous voyez, c'était une enceinte fermée, une vraie ville à l'intérieur de la ville, hein, qui disposait donc habitée simplement par des militaires français, donc avec son hôpital, sa pharmacie, service de douane, le cercle des officiers et des sous-officiers, un hôtel, piscine, salle de sport, service du matériel, la pairie, et ça faisait 80 hectares tout ça. Oui, parce que moi, quand j'étais là-bas, j'avais ouvert un compte à la pairie pour avoir des sous français. Et c'était des comptes qui étaient mixtes, c'est-à-dire on pouvait faire et émettre et payer en marque, en Deutsche Mark à l'époque et en francs. Suivant. Alors, les familles françaises avaient accès à pas mal comment dire, d'avantages. D'abord, les économas. Les économas, ce sont donc des coopératives des armées. Tout à l'époque était détaxé. On avait également accès aux équivalents PX et NAFI, PX américain et NAFI britannique. Alors, pour info, comme à Berlin à l'époque, les magasins fermaient le samedi midi et réouvraient le lundi matin. Le dimanche, tous les Français étaient chez les Américains en train d'acheter des chemises Lacoste, des jeans ou de la hi-fi. C'était assez. Et quand on allait faire nos courses sur le secteur berlinois, on se faisait faire une facture, on se faisait rembourser la TVA. C'est pour dire que la soupe était assez grasse là-bas. La colonie française, c'était à peu près 5000 personnes. Et administrativement, tous les Français dépendaient de Strasbourg. Pour exemple, les sportifs qui faisaient du tennis, c'était la Ligue d'Alsace. Mon fils aîné à l'époque, qui a passé son permis de conduire, il a été délivré par la préfecture de Strasbourg. Donc, c'était une antenne avancée de Strasbourg au fin fond de l'Allemagne. Et nous avions donc des voitures immatriculées dans la série FZ pour Franz-Josef. Vous avez peut-être connu à l'époque les plaques bleues des forces françaises stationnées en Allemagne, mais nous avions des plaques noires dans la série FZ. Donc, les écoles françaises, bien sûr, le Französisches Gymnasium, c'est le lycée français de Berlin, les écoles françaises dans les quartiers français, puisqu'il y avait maternelle, primaire, CES. Nous avions un dispensaire, un cinéma français, le Flambeau. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans tous ces quartiers français, on avait des cités où habitaient les gens, cité Foch, cité Joffre, cité Pasteur, cité Guilbert, cité Wedding. Et quand on retourne là-bas, les Allemands n'ont pas changé les noms des rues, donc on retrouve les noms des rues français de l'époque. Nous avions aussi, pour recevoir les Alliés, surtout les Allemands qui appréciaient beaucoup, un restaurant français qui s'appelait le Pavillon du Lac sur la Tegelsee. Et les Allemands étaient très friands de se faire inviter par les Français dans ce très bon restaurant. Suivant. Alors, les forces françaises et américaines disposaient de structures équivalentes. Je vous ai parlé du PX et du NAFI. Donc, les Britanniques avaient les arrondissements de Charlottenburg, Spandau, Tiergarten et Wilhelmsdorf. Et les Américains, Kreuzberg, Neukölln, Schönberg, Steglitz, Tempelhof et Zellendorf. Voilà. Et nous allons passer un petit peu au volet historique suivant.
Donc, 1948, de fortes tensions économiques entre Staline et les Occidentaux. Pour rappel, en 1947, Truman a lancé le plan Marshall. Hein, donc, en 1948, c'est la conférence de Londres qui inclut toutes les zones occupées dans un seul État indépendant, donc qui sera la République fédérale d'Allemagne avec Konrad Adenauer comme premier chancelier. Et donc la trizone de Berlin est détachée de la partie Est, mais elle inclut Berlin, donc la RFA inclut Berlin. Donc Berlin était militairement indéfendable parce qu'isolé en plein cœur de la RFA, hein, de la RDA, pardon. Et donc, la mise en place du Deutschmark, la création de cette République fédérale d'Allemagne a fait monter la pression. Et donc, la Russie bloque tout d'un coup en juin tous les accès terrestres à Berlin, espérant récupérer la ville à son seul profit. Suivant. Les Alliés réagissent rapidement et mettent en place un pont aérien pour ravitailler la ville. Et donc, c'est aussi avec le soutien de deux personnages allemands importants, Louis Schröder et Ernst Reuter. Vous connaissez tous l'agence Reuter, hein, qui tient son nom de Ernst Reuter. Donc, Louis Schröder a été sénatrice et maire de juin 1947 à décembre 1948 et elle est décédée à Berlin en 1957. Mais l'histoire a surtout retenu le nom de Ernst Reuter. Si tu veux bien passer à la suivante. Il a été élu maire en 1947 et donc il est décédé en 1953. Et c'est lui qui avait dit cette fameuse phrase « Peuple du monde, regardez cette ville. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. » Suivant. Alors, comment ont réagi les Alliés? Les Américains ont lancé l'opération Victuailles, par le général Clay. Donc, les trois généraux alliés se sont bien entendus là-dessus, de façon à ce qu'il n'y ait pas. Enfin, les généraux et bien sûr les gouvernements, hein, puisqu'ils étaient aux ordres. Donc, ont permis de ravitailler presque les 2,5 millions de Berlinois et les 20 000 alliés. Et donc, vous avez là, sur le terrain de Tempelhof, une batterie de DC-3 en train de charger et décharger des victuailles. On passe à la suivante. Alors, un petit peu pour vous donner une idée, le nombre total de vols hein, pendant le blocus, environ un peu plus de 13 000 vols par mois, 162 000, un tonnage de plus d'1 676 000 tonnes, 140 000 tonnes mensuelles, tonnage par vol 10 tonnes. Hein, c'était des petits modules à l'époque, hein, donc c'est pour ça que je dirais la Noria des machines qui ont tenu ce pont aérien, c'était vraiment un essaim. Hein. Le mois le plus chargé, le mois de mai 1949, avait près de 20 000 vols pour près de 200 000 tonnes de victuailles. Suivant. Les Britanniques, eux, ont lancé l'opération plein fer, tarif ordinaire. Alors là, c'est Sir Brian Robertson qui a mis en place ça. Alors, c'était aussi, ils se sont appuyés aussi sur pas mal d'hydravions qui venaient se poser sur la Welsee pour compléter le dispositif, puisque le terrain, on a vu que le terrain des Anglais à Gatow n'était pas très organisé pour ce type de sport. Là, vous avez un Sunderland GR5 du 201e squadron à l'eau en train de débarquer. Suivant. Alors, les Britanniques, on est un petit peu en dessous, hein, 76 000 vols, 6 000 vols par mois, pour être 500 000 tonnes quand même de fret, hein, des tonnages un peu plus faibles. Et le mois de mai 1949, c'est le mois de mai qui a permis la levée du blocus, hein, plus de 8 000 vols pour près de 60 000 tonnes
Et là, vous avez des Avro York du 51e Squadron Agatha avec des sacs de courrier, parce que non seulement il y avait la nourriture et le reste dont on va parler, mais il y avait également le courrier. Suivant. Alors, les Français, nous, on était engagés au Vietnam, hein, pas au Vietnam, pardon, en Indochine. Donc, tous nos moyens étaient pris là-bas. Donc, la grosse participation française, c'était surtout la mise à disposition de la plateforme de Berlin-Tegel, qui a été réalisée, comme on l'a vu tout à l'heure, par le génie américain et les forces et le génie français. On a eu simplement quelques DC-6 et quelques Dakota et des Ju-52, puisqu'on avait récupéré des Ju-52 qu'on avait rebaptisés Toucan aux Allemands, qui partaient de Baden et de Buchenwald. Donc, on a fait près de 850 tonnes de fret et 10 000 passagers. Mais c'était surtout la mise à disposition des installations de Tegel qui était importante. Oui, moi j'ai noté 424 vols de Ju-52 et C-47 basés à Tegel. Suivant. Alors voilà, donc le terrain de Tegel, tous les jours, 240 Skymaster qui amenaient du charbon, des York Wasting qui amenaient des vivres, des avions citernes britanniques qui amenaient de l'essence. Alors chaque rotation durait à peu près 10 minutes, hein, c'est-à-dire que les avions arrivaient, on débarquait tout ce qu'il y avait dedans, et hop, ils repartaient à vide, ou peut-être avec un peu de courrier ou quelques packs, et c'était reparti pour un tour. Et là, vous avez un Avro Lancaster tanker qui survole Berlin. Vous voyez que Berlin était complètement détruite et rasée par les bombardements. Enfin, vous avez vu ça par ailleurs. Ce n'est pas le but de notre présentation de ce soir. Suivant. Alors, il y a quand même eu des petites choses intéressantes. C'est que un jour, un pilote américain, Gail Laversen, a dit tiens, je vais envoyer, parce qu'il y avait plein de gamins qui étaient le long des grillages, qui demandaient des bonbons, des chewing-gums et tout ça. Donc, il a décidé de parachuter pendant les vols au départ ou à l'arrivée, je ne sais plus, de parachuter des petits bonbons. Finalement, il a été convoqué par sa hiérarchie et puis finalement, comme ça avait un aspect social important, et il a été décidé de le laisser faire et il n'a pas été le seul à faire ça. Alors pour info, Gaël Aversen donc, est décédé cette année au mois de février à l'âge de 100 ans. Donc il aura quand même marqué son époque, hein, et on l'appelait le Candy Bomber. C'est un petit clin d'œil à ce papy pilote. Suivant. Bon, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas des éléments de guidage radar ou de guidage JLS suffisamment performants. Les météos hivernales autour de Berlin, ce n'est pas forcément le top. Donc, alors, je n'ai pas eu j'ai pas réussi à trouver le bilan des accidents aériens côté américain. J'ai trouvé surtout de côté britannique. Donc voilà un petit bilan. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de machines qui ont été au tas, soit au départ, surtout à l'arrivée pour venir alimenter Berlin. Suivant. Et enfin, au mois de mai 49, vous avez vu que le mois de mai 49, ça a été un mois de mai très très chargé. C'est le moment où les Alliés ont fait le plus d'efforts pour alimenter la ville. Et donc, finalement, les Soviétiques ont lâché le morceau et on a libéré un petit peu les accès à Berlin. Donc, au mois de mai 49, c'était la grande fête et la réussite de ce blocus et de ce pont aérien. Suivant. Et on trouve donc à côté de Tempelhof, vous avez là sur la photo en haut à gauche, en arrière-plan, l'aérogare de Tempelhof et le monument de Édouard Ludwig, donc c'est place del Louvre. Et vous avez le même à Francfort, et ce monument symbolise les 3 couloirs aériens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il semblerait que les monuments de Francfort et de Berlin soient face à face. Je vous avoue que je n'ai pas pu le vérifier. Voilà, mais c'est vrai que c'est un monument qui est marqué son époque, parce que il y a quand même eu des crashs, il y a quand même eu ça a été important pour la vie de Berlin.
suivant. Mais ce n'est pas parce que le blocus a été levé que la vie a continué comme un long fleuve tranquille. En 1953, des soulèvements ouvriers dans Berlin-Est. Les Berlinois de l'Est passent à l'Ouest, les Alliés n'osent pas trop intervenir, le commandement français s'interpose, mais je dirais, il marche sur des œufs parce qu'il ne s'agissait pas de repartir quand vous avez deux chars d'assaut qui se font face en ville, le premier qui tire n'a pas forcément gagné. Hein. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que pendant de nombreuses années, le 17 juin, et donc c'était avant-hier, et c'était la fête nationale en République fédérale d'Allemagne. Elle est restée jusqu'en 1990. Suivant. À la fin des années 50, ça repart un petit peu avec notre ami Nikita Khrouchtchev, qui exige d'avoir un règlement sur le statut de Berlin. Les alliés, enfin, Eisenhower et Kennedy ne se laissent pas faire. La tension monte. Et donc, on arrive en juin 61 avec suivant. Voilà. Dans la nuit du 12 au 13 août 61, les soviets bloquent tous les accès entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, donc avec un alignement de Vaupeau. C'est le début de la construction du mur. Donc, le mur de la honte pour l'Ouest, le mur de la protection antifasciste pour l'Est. Hein. Chacun trouve son bonheur comme il veut. Donc, le mur suivant. Voilà, des éléments préfabriqués, 155 km, 3,60 m de haut, parce que bon, ça isole Berlin-Ouest durant près de 30 ans, mais ça fait tout le tour de Berlin-Ouest. Hein. Ce n'est pas seulement à l'intérieur de Berlin, ça fait la protection de Berlin contre tout le long de la frontière de RDA. Donc, le no man's land, côté est, avec des miradors, avec des zones et des chiens, des systèmes de tir automatique, chacun patrouille de son côté. 302 miradors, 259 postes de chiens de garde, 14 000 gardes frontières. Il a coupé 193 rues, fermé 11 stations de métro, 2 murailles parallèles entre les deux, 155 km, donc 14 en situation intra-urbaine. Alors, quand je dis que ça fermait des stations de métro, puisque moi, quand j'y ai vécu, mes enfants allaient au Französisches Gymnasium et j'habitais dans un secteur qui était près de Berlin-Est. En fait, le métro passait sous la ville, mais les soviets avaient muré toutes les stations de métro. Donc, en fait, le métro, il circulait sous le Berlin-Est, mais ne pouvait pas s'arrêter. Donc, c'était aussi assez glauque comme... Alors, donc les patrouilles jour et nuit. Alors, on peut passer à la suivante. Voilà, donc le mur de Berlin au niveau du Reichstag et de la porte de Brandebourg, donc avec côté est, côté ouest où on est donc des grands espaces, et côté ouest où vous voyez les doubles rangées de barbelés, la zone, de mort, etc. Suivant. Alors, bien sûr, vous connaissez tous les graffitis sur la partie est du mur de Berlin. Donc, ça fait partie maintenant de l'histoire de la ville. Ouais, suivant. Voilà le fameux checkpoint Charlie, parce qu'on a parlé tout à l'heure du checkpoint Alpha et qui se trouvait à la frontière de la RFA et de la RDA, le checkpoint Bravo qui était à la frontière de la RDA et à l'entrée sud de Berlin, et le checkpoint Charlie qui était le fameux point d'accès pour aller de Berlin-Ouest à Berlin-Est au lycée de Versailles. Alors là aussi, comme les Alliés étaient force d'occupation
les quatre alliés, hein, nous avions l'obligation, entre guillemets, les membres des gouvernements militaires français et des gouvernements militaires américains et britanniques, nous avions l'obligation d'aller à Berlin-Est de temps en temps. Et donc, on passait donc avec nos voitures, pas diplomatiques, mais immatriculées, chacun dans nos zones. On arrivait au poste frontière des Vaupeaux, vitres fermées, remontées, verrouillées. On plaquait notre passe sur la vitre, et les Vaupeaux n'avaient pas le droit de nous arrêter, n'avaient pas le droit d'ouvrir les portes, n'avaient pas le droit de nous parler. Ils se mettaient au garde à vous, ils nous laissaient passer en tirant la gueule. C'était assez à la fois drôle et impressionnant. Et au retour, c'était pareil. Donc, c'était vraiment encore la guerre froide, même quand j'y étais, puisque le mur, bon, quand j'y suis arrivé, le mur était tombé politiquement, mais pas physiquement. Et donc voilà le checkpoint Charlie qui est à la limite de Friedrichstraße, l'angle de Kochstraße en secteur américain. Suivant, on va voir une carte. Mais on ne va pas voir grand-chose parce que vous avez donc sur la carte le Berlin-Tempelhof et pratiquement au nord de Tempelhof, vous voyez la limite du mur et le checkpoint Charlie était dans ces coins-là. Suivant. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a eu le mur que tout est resté cool et tranquille. Hein. Vous vous souvenez des visites officielles. Donc Kennedy qui a été là-haut, qui est monté sur l'estrade, qui a fait un petit discours en disant « Ich bin ein Berliner », sous les applaudissements bien sûr. De Gaulle y avait été, lui, en 62, et il avait fait un discours en allemand. Et en 65, un petit peu plus tard, il y a eu la visite de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, la détrônable, qui est venue faire une petite visite également. Faut dire aussi qu'en 65, il y a eu des alertes air et les patrouilles de Dijon, de Mirage 3 sont venues faire un petit tour au-dessus de Berlin parce qu'il y avait quelques tensions encore palpables. Voilà la suivante. Alors, vous avez tous entendu parler des passages du mur de Berlin. Je ne sais pas si vous connaissez Berlin ou si vous y alliez. Vous avez un musée pas loin du Checkpoint Charlie, qui est le musée du mur, dans lequel on a reconstitué toutes les façons dont les Berlinois de l'Est ont essayé de passer à l'Est. Bon, certains ont réussi, mais il y en a, alors, on dit 135, on n'est pas bien sûr de ce chiffre, hein, qui se sont fait tirer dessus. La fourchette, c'est entre 125 et 262. Il y aurait eu 5000 réussites de franchissement du mur avec l'ensemble de ces tentatives et de toutes ces façons dont les gens ont essayé de tromper la vigilance des Vaupeaux. Suivant. Et dans le sud-ouest de Berlin, donc entre la frontière de Berlin et de la RDA, on avait le fameux pont de Gleinicke, qui est ce qu'on appelle le pont des espions, hein, qui donnait sur Potsdam. Et c'est là où on échangeait les prisonniers. Vous avez tous entendu parler de ça. En 62, Gary Powers, pilote de l'U-2 qui a été abattu au-dessus de l'Union soviétique, a été échangé contre Rudolf Habel. En 85, 23 prisonniers politiques de RDA contre 4 espions en prison aux États-Unis. En 86, 4 agents soviétiques contre le dissident Anatoly Sharansky et 4 agents occidentaux. Donc, vous avez tous vu ça au cinéma, hein, où le pont était barré et l'échange se faisait au-dessus de la Spree avec tous les éléments qui permettent de mettre un peu d'ambiance dans ce système. Suivant. Mais bon, donc vous avez tous vécu ça en 89, dans les années 80, la perestroïka conduite par Gorbatchev, qui remue le bloc soviétique. Hein.
À la fin 89, il y a 25 000 aussi, ce qui passe de. Alors, les aussi, c'est les gens de l'Est, hein, qui passent, qui passent en RFA en contournant via l'Autriche et la Hongrie. Le 4 novembre, 1 million de personnes manifestent à Berlin-Est. Le 9 novembre, Günther Schabowski fait part de la décision immédiate d'autoriser les voyages privés à l'étranger. Et le premier point à Bollnomer Strasse tombe à 23 heures suivant. Voilà. Et donc, c'est le début de la fin du mur de Berlin et la dièse populaire qui s'en est suivie. Alors moi, pour ma part, je suis arrivé à Berlin en février 90, donc le mur, je n'ai pas vécu cette période de tombée du mur, simplement j'ai vécu toute la période de transition entre la chute physique du mur et sa démolition jusqu'à la réunification d'Allemagne. Suivant. Donc, pendant 10 jours, des milliers de personnes franchissent. Donc là, c'est encore une graffiti que j'avais récupérée sur les murs à Berlin-Est. Et le 29 décembre 89, la décision de détruire le mur est prise. Mais bon, ça a quand même duré un petit peu plus longtemps que ça ne s'est pas fait en 2 jours. Suivant. Donc, le 28 juin 90, le checkpoint Charlie est démantelé. L'Allemagne souhaite que restent des forces alliées, donc il y a le retrait des troupes soviétiques côté Est. Le gouvernement militaire français devient les forces françaises stationnées à Berlin, donc FFSB, non plus GMFB. François Mitterrand annonce le retrait des 46 000 soldats français qui sont stationnés en Allemagne. Et le 3 octobre, l'Allemagne célèbre sa réunification devant le Reichstag avec cette vue-là qui est un petit peu historique. Suivant. Donc, le 4 octobre, l'aérodrome de Tegel est ouvert à toutes les compagnies. Ah oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'aérodrome de Berlin-Tegel, enfin les aérodromes berlinois, n'avaient autorisation de s'y poser et d'en décoller que des avions alliés, c'est-à-dire français, anglais, américains. Vous n'aviez aucun avion allemand ou suisse ou belge ou autre qui avait le droit d'aller se poser sur les terrains de Berlin. Et le 4 octobre, l'espace aérien est ouvert et tous les pavillons sont autorisés à venir se poser sur les aérodromes berlinois. Alors, les Allemands n'avaient pas le droit de se poser à Berlin. Alors, pour, entre guillemets, contourner ça, Air France et Lufthansa avaient mis en place une compagnie qui s'appelait Berlin, ça va me revenir. Et cette compagnie, elle était à capitaux, enfin, elle était 51% Air France, 49% Lufthansa. Donc, elle était sous pavillon français. Et donc, c'était une façon pour la Lufthansa de mettre un pied à Berlin. Et cette compagnie, pour ne froisser personne, elle louait ses avions à la Monarch Airlines britannique, ce qui fait que comme les Britanniques étaient partie prenante dans l'affaire, ça s'est un petit peu arrangé. Voilà. Donc, le détachement de gendarmerie était dissous en 91, les troupes françaises quittaient Berlin en 94, le quartier Napoléon est remis aux autorités allemandes et la base aérienne 165 a été également dissoute. Le 8 septembre 1994, une dernière parade à Charlottenburg avec Helmut Kohl, Warren Christopher, qui était le secrétaire d'État américain, François Mitterrand, François Léotard, ministre de la Défense, dépôt de gerbe à Tempelhof, au monument du pont aérien, défilé port de Brandebourg, retraite au flambeau à Pariser Platz. Oui, Pariser Platz, c'est la place qui est juste derrière le Reichstag, pour ceux qui connaissent Berlin, et c'est la place sur laquelle donne l'ambassade de France, l'ambassade de France traditionnelle qui a été réouverte sur Pariser Platz.
Le dernier train est parti le 30 août. Il a ramené les AP de la classe 93-12. Et il y a encore un wagon aux couleurs du train militaire français de Berlin qui est exposé au musée des Alliés à Berlin. Voilà. Suivant. Voilà. Ben, écoutez, j'ai un petit peu fait le point de cette affaire. C'était une époque un peu historique. Tu peux aller sur la diapo suivante aussi. Voilà. Un petit peu, voilà, pour ceux que ça intéresse, de la bibliographie, hein, pour, si vous voulez, un petit peu creuser. Et si vous voulez, vous avez un site qui est intéressant, qui est archive.ecpad.fr, qui est sur la présence française à Berlin. Pour ceux que ça intéresse, on y trouve pas mal de photos et d'informations. C'est pas très, c'est une diffusion un petit peu pas confidentielle, mais voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai vécu à Berlin. Donc moi, pour résumer, je suis arrivé là-bas en février 90. J'avais postulé sur le poste à l'automne 89. Il n'était pas question que Berlin, enfin que le gouvernement militaire français disparaisse. Et j'étais en déplacement, en mission, lorsque j'ouvre le journal et je vois le mur de Berlin tombe. Je rentre à Paris, la RH me convoque en me disant, ben voilà, est-ce que tu es toujours prêt à partir là-bas? Ben, j'ai dit oui, et donc je suis parti. Sauf que donc moi je suis arrivé début février là-bas. Ma famille m'a rejoint pour l'été 90, sauf que donc j'avais loué ma maison à Paris, ranger mes affaires et tout ça. Sauf que je ne savais pas si le 4 novembre, je n'allais pas rentrer avec la réunification, ayant inscrit les gosses à l'école là-bas. Enfin, vous voyez, c'était une situation un petit peu complexe. Mais j'ai été reversé dans une mission intérimaire pour faire les passations de pouvoir entre les autorités françaises et alliées aux autorités allemandes. Alors, donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que nous avons préparé les textes de passation de pouvoir. Alors, les textes comment dire, du ministère des Affaires étrangères sont stockés au Quai d'Orsay, là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a des documents dans lesquels il y a des petites phrases que j'ai dû écrire, mais je ne sais pas lesquelles. Voilà. C'était pour la petite histoire un petit peu, parce que j'ai participé à toutes ces négociations sur le transfert de responsabilité. Et nous avons travaillé, je dirais, dans très bonne entente entre les autorités allemandes de l'aviation civile et les autorités françaises de l'aviation civile, puisque là aussi, nous avons à la DGAC récupéré puisque sur l'aéroport de Berlin-Tegel, vous aviez des militaires français qui assuraient le contrôle aérien et des civils français qui assuraient aussi ce complément. Tous ces personnels avaient des licences CENAC, entre guillemets, donc ils étaient, entre guillemets, réutilisables. Et donc, ça a permis à la DGAC, enfin, la DGAC a été à la fois intéressée et s'est motivée pour récupérer l'ensemble de ces personnels parce que c'était des personnels formés et en particulier, parce que je sais qu'il y a une personne qui est dans l'Est de la France, nous avons des personnels en poste dans les DCC, dans les détachements de coordination, dans les détachements civils de coordination militaire. Et ce sont, vous savez, à Drakenbronn ou dans des trous comme ça. Quand je dis des trous, ce sont des galeries souterraines. Et il n'y avait pas beaucoup de volontaires dans les personnels de l'aviation civile française d'aller travailler dans ce type d'ouvrage. Et donc, comme nos collègues français qui travaillaient à Berlin, eux, étaient tout contents de retrouver un job en France, et ils n'ont pas fait les difficiles, d'autant qu'ils étaient souvent d'origine de l'Est de la France, ou alsaciens ou lorrains. Et donc, ils ont accepté avec enthousiasme d'aller remplir ces postes, ce qui fait que ça a ôté à la DGAC une épine de son pied pour renforcer les effectifs dans ces DCC. Voilà.